Les Tunisiens savaient que l'été serait chaud. Il s'avère bouillonnant. Déployée devant le Parlement, l'armée bloque l'accès aux bâtiments depuis dimanche soir. Je suis Rached Ranouchi. Je suis le président de l'Assemblée et me voilà devant l'institution que je préside, empêché d'y accéder. Incrédule, le président du Parlement s'estime trahi et va jusqu'à parler de coup d'État. Dans sa ligne de mire, cet homme, Kais Saïed, le président tunisien. Dimanche soir, dans une allocution télévisée, il annonce avec ce ton martial et austère qui le caractérise toute une série de mesures. Le gel des fonctions du Parlement, la levée de l'immunité de tous les députés et le président de la République se chargera désormais du pouvoir exécutif avec l'aide du gouvernement. Le président tunisien, anciennement professeur de droit, s'arroge ainsi des pouvoirs exceptionnels. La Constitution le permet en partie en cas de péril dit imminent sur le pays. Et il faut dire que la Tunisie fait face à de très nombreux défis. Une crise politique qui dure depuis des mois, une crise économique qui fait craindre un défaut de paiement et plus récemment, une crise sanitaire qui a hissé la Tunisie au rang de premier pays d'Afrique en termes de mortalité due au Covid. Lassés, désabusés, de nombreux Tunisiens ont apprécié que leur président renverse la table et promette une reprise en main vigoureuse du pays. C'est la première fois qu'un président prend une mesure juste. Il nous a enfin rendu notre pays. Oui, c'est ça. Malgré la joie manifeste des Tunisiens, des questions demeurent. Y avait-il véritablement un péril imminent qui planait sur le pays comme le soutient le président? L'homme fort de Carthage n'en profite-t-il pas au passage pour se débarrasser de ses adversaires politiques? Alors, coup constitutionnel ou coup d'État, la toute jeune démocratie tunisienne va-t-elle renouer avec les idéaux de la révolution ou risque-t-elle de sombrer à nouveau dans l'autoritarisme? Voilà, et pour en parler, ce soir, nous recevons Sarah Grira. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste tunisienne à Orient 21. Alors, selon vous, eh bien, le ras-le-bol de la population vis-à-vis du gouvernement et des partis politiques est à son comble. Les agissements du président vont peut-être engendrer, dites-vous, un sursaut national qui permettra de débloquer la situation. À vos côtés, Bélir Nabli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé au Centre de recherche internationale de Sciences Po à Paris et directeur du site d'analyse et débat chronique.fr. D'après vous, le président agit sans fondement constitutionnel et davantage par opportunisme. Il entend dénouer le rapport de force dans lequel il se trouve face au Premier ministre et au chef du parti musulman conservateur, Enarda. Et puis Agnès Valois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, mais également vice-présidente de l'IRMO, qui est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. À vos yeux, il ne faut pas exclure Enarda du jeu démocratique. La Tunisie est engagée dans un processus de transition au temps long. La démocratie n'est pas impossible, elle est, dites-vous, compliquée. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Anna, et la question 28 secondes. Oui, la question de cet internaute qui dit « Après ce coup d'État, la fermeture du bureau de la chaîne arabe Al Jazeera par la police tunisienne n'est-elle pas un vrai signe que la liberté de presse est menacée en Tunisie ?» Alors, Reporters sans frontières et le syndicat des journalistes tunisiens ont dénoncé fermement cette fermeture. Sarah Grira, est-ce que la ligne rouge a été franchie selon vous ? Alors, je ne pense pas, personnellement, pour plusieurs raisons. D'abord, si on suit les médias tunisiens depuis dimanche soir jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques. On n'est pas du tout dans un discours unanime et laudateur vis-à-vis du président. Il y a beaucoup qui s'interrogent, est-ce que ce n'est pas un coup d'État? Est-ce que ce n'est pas un passage en force? Donc on est loin de la censure ou voilà, quoi que ce soit. Enfin, la fermeture du bureau d'Al Jazeera, certes, est condamnable. Il y a eu en fait tout un petit scandale autour parce qu'il paraît qu'il voulait transmettre en direct le Conseil des ministres que le chef du gouvernement voulait faire quand même chez lui alors qu'il venait d'être démis de ses fonctions. Donc voilà, il y avait quand même... bien sûr, ça ne justifie pas la fermeture du bureau d'Al Jazeera, mais l'information n'était pas complète, disons. Donc c'était surtout ça. Et d'ailleurs, il n'y a que le bureau d'Al Jazeera qui a été visé, en fait, par... Alors, combien de temps cette crise peut durer? On va voir, Anne, qui a peut-être un indice avec votre chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 30, parce que 30 jours, c'est la durée de suspension des travaux du Parlement qui a été annoncée dimanche par le président tunisien Kais Saïed.
Il a utilisé pour ce faire l'article 80 de la Constitution tunisienne, qu'il connaît un petit peu, et même beaucoup, vu que c'est un ancien prof de droit, et notamment de droit constitutionnel. Et cet article prévoit qu'en cas de péril imminent pour la nation, eh bien, on puisse suspendre les travaux du Parlement. Bélir Nabli, est-ce que... aidez-nous à comprendre, parce que certains dénoncent un coup d'État, d'autres disent en fait c'est une reprise en main nécessaire devant en effet un péril et une crise qui s'installait. C'est quoi exactement? C'est vrai que la situation est complexe, mais ce qu'on peut déjà souligner, c'est qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire. Ce n'est pas l'institution militaire qui est derrière les manettes ou qui aurait instigé ce à quoi on assiste. Ce à quoi on assiste est initié par le chef de l'État, le président de la République, qui se fonde sur la Constitution. Donc sa démarche se veut d'abord légaliste. Le problème, c'est que son interprétation de la disposition clé, le fameux article 80, ne correspond pas vraiment à son interprétation. Pourquoi ? Parce qu'il invoque d'abord un péril imminent. Ce péril imminent, on ne le perçoit pas clairement, si ce n'est peut-être la crise sanitaire qui pèse sur l'ensemble de la société tunisienne. Ensuite, l'article 80 prévoit que si ce dispositif est enclenché, alors l'Assemblée parlementaire doit siéger de manière permanente. Or, au contraire, le président de la République a décidé de suspendre les travaux de l'Assemblée parlementaire. Il y a là une contradiction manifeste. Enfin, les pouvoirs d'exception que s'arroge le président de la République sur la base de cet article 80 doivent ou peuvent être contrôlés par une cour constitutionnelle. Problème, celle-ci n'existe pas parce que ses membres n'ont pas été nommés. Alors ce président, Agnès Sevalot, il est élu depuis l'automne 2019, mais pour l'instant, ça tient la Tunisie sur un compromis institutionnel, comme on dit, de 2014. Quel est-il en fait? Qu'est-ce que c'est que ce compromis institutionnel? En fait, on a tendance toujours à parler de ce compromis historique qui a été passé en Tunisie entre les différentes forces politiques et qui inclut El Nahda, qui est le parti qui représente l'islam politique, donc les frères musulmans. Et donc c'est vrai qu'au lendemain des mouvements de contestation de 2011, la Tunisie a été le seul pays qui, dans le cadre de cette transition, a permis ce compromis et qui a donc donné lieu à cette institution ou cette vie politique à laquelle nous assistons, à la différence de ce qui s'est passé en Égypte, où les frères musulmans ont été complètement mis à l'écart du jeu politique avec l'arrivée de Sisi. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours de ce compromis historique en Tunisie et qui en fait l'exception du monde arabe dans le sillage de ces mouvements de contestation de 2011. Et là, effectivement, on voit une situation qui se durcit entre les différentes forces politiques. Et est-ce que le président Kais Saied souhaite remettre en question justement ce compromis, historique ou non? Quel est son jeu par rapport à son opposant, qui est le chef du Parlement et qui est Ranouchi et qui est donc celui qui dirige le fameux parti El Nahda. Il y a aussi une crise économique très forte qui fait rage en Tunisie. On en est où de l'économie du pays en fait? Alors oui, effectivement, la situation est assez... Grosse question, non, mais je veux dire, est-ce que c'est situation... un péril? Oui, c'est un grand péril. D'abord, cet été, la Tunisie est censée honorer 2 échéances quant à sa dette, de 500 millions de dollars chacune, qu'il faut quand même aller chercher quelque part. Ensuite, depuis le février dernier, la Tunisie a été déclassée en fait par l'agence Moody's, donc elle a eu la note B3 avec un penchant négatif. Donc là, la prochaine étape, c'est le défaut de paiement, en fait. Donc la situation est vraiment très grave. Et les deux situations, en fait, sont liées. C'est-à-dire que l'une des grandes erreurs de ce gouvernement, c'est qu'en automne dernier, le chef du gouvernement avait déclaré il n'y aura plus de reconfinement total parce qu'on a une économie à sauver. Eh bien, au final, il n'y a eu ni économie sauvée, ni vie humaine sauvée. On est dans une catastrophe sur les 2 plans. Alors, cette crise, elle est multiforme, c'est le mot employé par le président pour utiliser ce fameux article 80. On a parlé de politique, économie, mais c'est aussi sanitaire. On va voir ça avec vous, Anna, puisque cette crise sanitaire, elle met vraiment en lumière les défaillances du service public de santé publique et notamment la fuite des cerveaux. Oui, parce que la Tunisie manque de moyens matériels, mais elle manque aussi cruellement de médecins et plus spécifiquement d'anesthésistes et de réanimateurs. En 2020, c'est 80% de diplômés en médecine qui ont fait une demande de radiation pour s'envoler vers la France, l'Allemagne ou les États du Golfe.
Pour justifier leur départ, eh bien, ces prétendants à l'exode pointent la lenteur des recrutements, des salaires trop faibles, le manque de reconnaissance, des conditions de travail qui se dégradent et bien sûr l'instabilité politique. Alors pour stopper l'hémorragie, le syndicat des médecins tunisiens en appelle à la mise en place d'accords bilatéraux pour lever la problématique de la bi-appartenance. Car un médecin tunisien qui exerce en France ne peut pas exercer dans son pays d'origine sans être préalablement radié de l'ordre des médecins français. Sachant qu'on compte 500 réanimateurs tunisiens exerçant en France contre 410 en Tunisie. Donc une armée blanche qui pourrait, sous condition, prêter main forte aux équipes tunisiennes pendant cette crise sans précédent. Bélir Nabli, les soignants sur le front sont épuisés, les effectifs sont insuffisants. Comment le pays peut-il sortir de cette crise sanitaire et, plus largement, espérer conserver un jour ses talents? Oui, votre question est d'autant plus aiguë qu'en réalité, les soignants et le personnel médical qui manquent en Tunisie est en première ligne en France notamment. Ouais. Donc on est particulièrement touché par cette situation. Et en même temps, plus globalement, elle met en lumière l'interdépendance des pays des deux rives de la Méditerranée qui, malgré cette interdépendance, continuent à jouer la carte de l'isolement et des égoïsmes nationaux. Vous avez donné notamment l'exemple de la Tunisie qui ne veut pas reconnaître la bi-appartenance des ordres professionnels en réalité. Et donc, il y a un contraste entre une réalité sociale, humaine et professionnelle, et de l'autre, des rigidités juridiques, formelles. Et c'est à cela qu'il faut aussi que servent les chefs d'État, non seulement, certes, à travers des démarches diplomatiques, mais également de faire avancer la réalité de l'interdépendance des deux côtés des rives méditerranéennes, au-delà même du cas franco-tunisien. On a envoyé 500 000 doses en Tunisie. Oui. Et effectivement, la France joue un rôle important dans la mesure où, sur le plan international, elle tend à assurer un rôle à la fois symbolique et politique de porte-parole des intérêts de la Tunisie, même si la Tunisie essaye d'être à la hauteur de la fierté qu'elle a d'incarner la révolution de 2011. Anne. Oui, pour revenir à la situation politique, où est-ce qu'on en est du peuple parce qu'on a vu des manifestations qui étaient en faveur du président, mais est-ce qu'il y a aussi des Tunisiens qui sont contre? Est-ce qu'on a une idée de ce que pense le peuple tunisien de la situation? Alors, il faut quand même se rappeler que ce président a été élu avec un taux tout à fait important, puisqu'il a été élu avec 70% des suffrages. Donc, il a représenté une rupture par rapport à la classe politique. Il n'a pas de parti, en effet. Mais il n'a pas de parti, il n'a rien derrière lui. Donc, il y a sa personne qui suscite encore un certain enthousiasme auprès d'une partie des Tunisiens. Et on l'a vu d'ailleurs dans la manifestation qui s'est déroulée à Tunis, où il a réussi à entraîner derrière lui, en tous les cas, de nombreux Tunisiens, alors que El Nahda, on voit bien aujourd'hui, est quand même plus en difficulté. El Nahda a perdu beaucoup quand même de ses soutiens auprès de la population. Une population qui est surtout exaspérée aujourd'hui face à tous ces bisbilles au sein du Parlement, justement, et de l'incapacité qu'a le gouvernement à réagir face aux défis majeurs qui se posent au pays. On l'a évoqué, économie, sociale et sanitaire. Et donc, le président représente encore quelqu'un un peu en dehors de ces jeux partisans qui s'expriment au Parlement et au sein du gouvernement. Donc, il bénéficie encore du soutien, mais peut-être que Sarah a en plus d'éléments là-dessus que moi pour répondre à la question. Donc, il bénéficie encore de ce soutien, mais avec la grande difficulté, c'est qu'il n'a pas de force politique derrière lui pour continuer ou pour enclencher sur quelque chose. Mais Sarah, est-ce qu'aujourd'hui, le président finalement tunisien a profité de cette colère populaire pour finalement prendre un pouvoir plus grand que celui qui lui était donné au départ? Il y a eu des soupçons de coup d'État, il y a des articles qui ont été écrits dessus depuis le mois de mai dernier. Est-ce qu'il a profité tout simplement de la situation sanitaire et économique? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a profité parce qu'il y a un procès d'intention derrière quand on dit qu'il a profité. Je pense qu'il y a une part de sincérité dans... peut-être que c'est une sorte de, je ne sais pas, de délire de mégalomanie ou autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a, je pense, cette conviction profonde chez lui, c'est qu'il se pense réellement comme un sauveur, en fait, comme celui qui peut sauver le pays. Je pense que c'est quelque chose qu'il en est convaincu. En tout cas, ça ressort beaucoup dans ses discours. Et puis, je veux dire concrètement... Bélir le disait tout à l'heure, oui, ce qu'il a fait n'est pas constitutionnel, ça ne correspond pas à l'article 80, mais en même temps, il y avait ce n'est pas du tout pour relativiser la gravité de ce qu'il a fait, mais le pays était dans un état de crise tel que ça allait exploser, en fait. Ouais. Donc, quelque part,
pour lui, je pense qu'il pensait qu'il fallait qu'il agisse et que c'était le moyen qu'il avait en sa qualité, parce qu'il s'estime le seul légitime à donner sa propre exégèse de la Constitution, donc de le faire dans ces termes. Alors pour mieux comprendre, on va regarder notre archive du jour, on va prendre le tram de l'histoire et on va s'arrêter à la station 1956. Le 20 mars de cette année, eh bien, Paris accueille la signature des accords d'indépendance de la Tunisie et une nouvelle page à écrire. Grande journée pour la Tunisie. Au Quai d'Orsay, M. Christian Pineau et M. Tahar Ben Ammar, chef du gouvernement tunisien, ont signé l'acte qui proclame l'indépendance de la Tunisie et abroge la convention du Bardo. De nouveaux entretiens définiront l'interdépendance franco-tunisienne. Précédé par la grande nouvelle, Habib Bourguiba a reçu à sa descente d'avion à l'aéroport de Tunis un accueil empreint d'un enthousiasme extraordinaire. C'est pressé par la foule qu'il parvint au palais de Carthage, où son Altesse le Bey lui réservait de son côté un accueil ému. Voilà, donc ça c'était en 1956, bien sûr, vous avez vu les images. Bédir, Nabli, que reste-t-il de ça, de ce jour-là, de l'indépendance de la Tunisie, de cet espoir que ça a pu peut-être susciter auprès de la population? D'abord, l'existence d'un État souverain, ce qui est déjà pas mal. Oui. Mais en même temps, c'est une date et un événement qui fait écho également à ce qui s'est passé en 2011. Mais c'est une date importante parce que, du point de vue tunisien, j'ai l'impression qu'il y a la sensation d'avoir vécu deux actes d'indépendance. Le premier, très important parce qu'il crée l'État tunisien moderne, et le second qui crée finalement une rupture avec une dictature, avec un régime qui ne correspondait pas à l'attente populaire. Donc les Tunisiens sont toujours dans cette deuxième séquence, qui correspond d'ailleurs formellement à la Deuxième République. D'accord. Une seconde République qui, pour l'instant, n'a pas traduit en actes tout l'espoir et l'agenda politique qui s'est dessiné en 2011. C'est cette frustration-là, cette frustration populaire qui explique aussi l'espèce de crise systémique dans laquelle la Tunisie est plongée. Un décalage entre ce qui était désiré en 2011 et le bilan 10 ans après. Et le risque autoritaire, il est présent encore? Il existe, mais en même temps, en Tunisie, l'armée ne jouera pas, je crois, en tous les cas, un rôle comme elle a pu en jouer en Égypte, puisqu'on fait souvent la comparaison entre les deux pays. Donc c'est vrai qu'on sait que le président a rencontré les services de sécurité, qui jouent quand même un rôle important, puisque le pays, comme vous le savez, est confronté aussi à du terrorisme, et que donc il y a eu un développement des structures sécuritaires depuis 2011 pour répondre à ce défi que représente le terrorisme. Donc on sait qu'il a rencontré les appareils sécuritaires, qu'il a rencontré l'armée et que toute cette opération s'est passée aussi avec l'accord de l'armée. L'armée n'a pas été opposée à ce qu'a fait le président actuellement. Donc ça, c'est un fait. Moi, je ne crois pas tellement au risque de réaction de l'armée, en tous les cas, dans un pays comme la Tunisie. Pour l'instant, en tous les cas, ça fonctionne, je crois, en négociation avec le président de la République. Alors c'est une crise forcément qui intéresse l'Europe, mais Anne, intéresse également les États-Unis. En tout cas, c'est ce qu'il faut croire en entendant la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, qui s'exprimait hier depuis la Maison-Blanche. On la regarde. Nous sommes préoccupés par les événements en Tunisie qui surviennent alors que les autorités tunisiennes cherchent à stabiliser leur économie, à faire face à une résurgence du Covid-19 et à améliorer le niveau de vie des Tunisiens. La Maison-Blanche et le département d'État sont en contact avec les dirigeants tunisiens pour en savoir plus sur la situation, appeler au calme et soutenir les efforts tunisiens pour aller de l'avant conformément aux principes démocratiques. Oui, Sarah Grera, en quoi est-ce que la situation tunisienne intéresse directement ou indirectement les États-Unis, en fait? Alors, plusieurs raisons. D'abord, je voulais juste rapidement commenter ce que disait Agnès par rapport au risque d'autoritarisme, effectivement, qui ne viendra pas de l'armée. Après, il peut toujours venir de Kais Saïed lui-même, vu qu'il a toujours la possibilité de prolonger en fait, cet état d'exception en disant que le danger imminent qu'il a évalué est toujours en cours, et donc de prolonger indéfiniment, voire jusqu'en 2024, donc date des prochaines élections, la situation d'exception, l'état d'exception dans lequel on est. Donc, de ce point de vue, même si jusque-là, il se veut rassurant sur
plan-là, mais pour l'instant, on n'a aucune garantie formelle. Pour les États-Unis, de toute façon, les États-Unis s'intéressent à la région parce que, il y a la question de la stabilité et donc de la stabilité de la Tunisie, que ce soit dont dépendra la stabilité de la région du Maghreb, le fait aussi que ce soit un exemple et qu'on montre aussi comme le dernier exemple de démocratie un peu dans le monde arabe, par rapport à la vague des printemps arabes, et puis par rapport aussi à tout ce qu'on sait de risques de terrorisme, la question de l'immigration, même si là-dessus ça concerne davantage l'Europe. Donc voilà, c'est par rapport, je pense, davantage à l'équilibre régional de la région que les États-Unis s'intéressent à ce qui se passe en Tunisie. C'est ça, Bernard Nabili, il peut y avoir un risque finalement de déstabilisation de cette région avec la Tunisie aujourd'hui qui ne sait plus où elle va finalement. La région est déjà affectée par la situation libyenne et sahélienne. Et donc la Tunisie n'est pas au cœur de l'instabilité nord-africaine, mais elle est dans une zone d'instabilité de facto. Mais en réalité, au-delà de cette dimension sécuritaire, il y a quand même la dimension symbolique. La Tunisie, quand même, et c'est assez extraordinaire, et d'une certaine manière, votre émission traduit bien cette idée, savoir qu'il y a un contraste entre son poids géopolitique et sa portée symbolique aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé en 2011. Comment un peuple d'une dizaine de millions, 12-13 millions d'habitants, a finalement réussi à incarner une forme de modernité dans une zone, dans un espace arabo-musulman, qui traditionnellement était associé à une forme d'impossibilité démocratique. Et donc c'est cette promesse tunisienne, d'une certaine manière, qui aujourd'hui est importante également pour une partie de l'Occident, pour d'une certaine manière aussi dire que la démocratie, l'état de droit, la philosophie des droits de l'homme n'est pas interdite. C'est une dimension qui n'exclut pas telle ou telle culture et qu'au contraire, il y a là des modalités pour une forme d'universalisme. Alors, en tout cas, on aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir, puisque Enarda a appelé aujourd'hui à la tenue des élections législatives et présidentielles. Donc, j'imagine que nous aurons l'occasion de leur reparler. Merci beaucoup à vous trois d'être passés ce soir par 28 minutes.